C'est incroyable. J'espère que le son fonctionne, mais je suis plus stressé pour un rendez-vous Instagram que nulle part ailleurs. Alors, avant une émission, on nous dit qu'il faut parfois crier. Apparemment, ça déstresse, donc je vais crier une seconde. Ah! Voilà. Bon, je voulais revenir sur l'interview de Mbappé, que c'est le premier point et c'est le plus important. C'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà, je trouve d'ailleurs en tant que joueur, il est pas loin d'être ce que j'adore. C'est un joueur technique. Enfin, c'est pas du tout du niveau sportif dont on va parler. Mais comme je risque de mettre deux trois tacles glissés sur Mbappé, il y a aucune animosité. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime sa personnalité, quelqu'un qui s'exprime bien, qui est intelligent. Ça se voit. Le gars, c'est magnifique. C'est une égérie, c'est une icône. C'est magnifique. Donc tout ça, on le sait. Néanmoins, je réagis sur son interview avec Mouloud Achour là, de Click. Et je crois qu'il y a des choses intéressantes à en sortir. La première, c'est que, et ça n'étonnera personne, je suppose, Mbappé a eu des questions en avance. Bon, chose logique. C'est pas vrai tout le temps, mais bon, moi, ça m'a pas surpris. Mais surtout, il a eu un droit de regard sur le montage, et ça, c'est évident, et que personne n'ose dire l'inverse. Il y a un cut flagrant. N'hésitez pas à revoir l'interview, elle est sur YouTube. Mouloud Achour clique Mbappé. Il y a un cut, mais alors ça cut, mais à l'arrache. C'est à 41,02. C'est intéressant à voir. Et donc, c'est là que ça m'intéresse pour savoir, mais en fait, pourquoi on cut? Et je vais vous amener à ma réflexion, c'est que depuis des années, donc ça date pas d'hier, même si l'interview date d'il y a 3 jours. Mais depuis des années, quand j'écoute un joueur en interview, je le fais et je vais flécher tous ceux qui sont fans d'interview de joueurs. Moi, j'aime beaucoup ça. Chez Colin Interview, que j'aime beaucoup, je le trouve super, ce mec. Il y en a d'autres, mais lui, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à écouter ses interviews. Je trouve qu'il sort des bonnes choses des joueurs. Il est vraiment intéressant. Il a toujours la bonne réflexion, je trouve. Et donc... quand j'écoute maintenant les interviews de joueurs depuis plusieurs années, je n'attends qu'une seule chose, c'est la faute de frappe. Et je vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes. La faute de frappe. Pourquoi? J'attends son erreur, j'attends qu'il aborde un sujet inconfortable. Parce qu'on est dans un monde, le foot business professionnel, et dans ce foot business professionnel, tous les joueurs sont les mêmes. Je pense qu'on est nombreux, en tout cas dans le milieu des journalistes, à le penser. Je pense aussi dans le milieu des téléspectateurs, des fans, etc. C'est des joueurs robotisés qui disent toujours la même chose. Alors on leur donne de plus en plus le micro à la mi-temps des matchs, à la fin des matchs. Ils n'ont rien à dire et c'est pas de leur faute. C'est qu'effectivement, il n'y a rien à dire. Ou, et c'est là ma réflexion, c'est le fait qu'ils n'ont peut-être pas les bonnes choses à dire dans le sens, qu'est-ce qu'ils peuvent dire finalement. Et donc, c'est tout le sujet de cette intervention, parce que l'interview de Mouloud Achour, elle a quelques défauts, mais au moins, elle a le mérite d'aller chercher, je pense, c'est Kylian Mbappé, à mon avis, alors, il l'a fait exprès, je pense, qu'il a semé quelques graines. Alors, évidemment, il y a des gens qui vont l'écouter au premier degré, et puis, il y a du sous-texte. Et moi, c'est le sous-texte que j'adore, et je pense qu'il a laissé quelques infos intéressantes. D'abord, je vous détaille un peu comment je vois les choses. J'ai ressorti de son interview 7-8 points qui sont flagrants. Et évidemment, le Real, son arrivée dans le vestiaire, l'équipe de France, son refus de participer à un shooting, le PSG, bien entendu, le Ballon d'Or. Il dit des choses intéressantes et qui laissent planer un doute. Et c'est ce doute-là qui m'intéresse. Donc, évidemment, il y a beaucoup de fantasmes autour du milieu du foot. C'est un milieu qui est opaque, un milieu dont on ne sait absolument rien. Et la règle, si tu intègres cette sphère, la sphère, il a parlé Mbappé de cette sphère, eh ben, tu sais, tu respectes les règles, et les règles, c'est de laisser le mystère complet sur le vestiaire. Personne ne sait rien de ce qui se passe dans un vestiaire. Personne. Personne ne sait les dessous des transferts. Souvent, quand on entend les histoires des joueurs, eux-mêmes ne sont pas informés jusqu'à peut-être quelques heures avant le transfert. Ça se passe au-dessus d'eux. Incroyable. Donc, ça fait parler beaucoup de monde. Moi, le premier. Ça crée des emplois. Et là, Mbappé a raison. Ça fait manger beaucoup de monde. Il a évidemment totalement raison. Mais lui-même mange grâce à un système.
Alors comme c'est un milieu mystérieux, il ne faut pas être celui qui s'exprime trop, ne pas être évidemment le seul dans le vestiaire qui commence à jacasser partout, ça plaît pas. Le capitaine est là pour ça. Il y a un boss dans le vestiaire, parce que vous allez voir que tout ce sujet tourne évidemment sur la vie des vestiaires, parce que c'est là le cœur, le noyau de toute cette conversation, de toute cette réflexion, c'est que le cœur du système, c'est le vestiaire. Là où il n'y a personne qui peut entrer, il commence à avoir des caméras. Alors, ouais, Pep Guardiola a fait des... Mais on voit comme j'allais dire, c'est romancé. On voit que Guardiola, c'est à peine s'il ne parle pas à la caméra directement. Bon, c'est surjoué, mais bon, c'est comme ça. Quand il se passe des vrais trucs dans le vestiaire, vous imaginez bien que les caméras ne sont pas là. Vous voyez très peu sur les réseaux sociaux les joueurs qui partagent des choses du vestiaire. Le vestiaire, c'est un endroit où rien ne peut sortir. Et c'est pour ça que j'ai envie d'y entrer. Un vestiaire, c'est une boîte de nuit. Alors, c'est ton statut qui te fait exister. Ici, il n'y a pas de bracelet VIP. C'est tout simplement le brassard de capitaine qui, en général, est remis à l'ancien du groupe, parce que c'est celui qui connaît le mieux les règles, parce qu'on est toujours là-dedans, ce sont des règles qu'il faut respecter, les règles du milieu. T'as le brassard, c'est toi qui soulèves la coupe quand on gagne, c'est toi qui vas à l'interview quand on gagne, après un derby, après un PSG-OM, ben oui, c'est le capitaine qui va s'exprimer. Par contre, quand on perd, là, le capitaine, pas de nouvelles. Le capitaine, en général, ne participe pas en image à la défaite. En général, il sort même sur blessure quelques minutes avant la fin de la rencontre. C'est pas lui qui doit endosser, on va dire, la défaite. Donc, quand tu es capitaine, tu as le droit de fuir les caméras quand ça perd. Et voilà, c'est normal. Il faut comprendre que les clubs ont besoin d'une égérie. Et donc, forcément, quand vous intégrez, on en reparlera pour Mbappé, j'arriverai à des exemples concrets, mais voilà, chaque club a besoin du visage du club, le visage de l'écusson, et donc c'est le capitaine, c'est celui qui est le plus fiable, en qui on a évidemment le plus confiance. Ça sera lui qui aura le visage sur la serviette à la boutique, sur la tasse de thé, tout ce que vous voulez. Dans le vestiaire, il faut savoir que tout est codifié. Et parler, et c'est à ça que je veux en venir évidemment, parler, interview, c'est ça mon but. Parler, eh bien c'est pas toléré. Si ce n'est le capitaine, et encore, comme a dit Adil Rami récemment dans une interview, il faut avoir l'accord du responsable presse, responsable com. T'es majeur, t'as 33 ans, tu viens me parler, on se parle. Non, ça marche pas comme ça. Je sors d'un vestiaire, il y a évidemment la peur du journaliste, et on y reviendra. Alors la peur, elle est relative, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est pour ça qu'un joueur s'exprime très rarement, et sur des sujets qui sont jamais très... les sujets qui nous intéressent, moi c'est le vestiaire par exemple, j'entends jamais rien là-dessus. Sur les dessous des transferts, j'entends jamais rien là-dessus. Chaque mot est pesé, épilé, et souvent on entend dire dans les vestiaires, les joueurs ne veulent pas tomber dans le piège du journaliste. On est un piège, les journalistes sont des pièges. Alors là, excusez-moi, hein, je sais que la relation joueur-journaliste, voilà, on participe à un même produit. On travaille finalement pour les mêmes employeurs, hein, parce que c'est grâce à qui que les joueurs gagnent extrêmement bien leur vie. Mbappé, je crois qu'on est à 400 000 € semaine. Grâce à qui? Grâce aux télévisions, grâce aux droits télé. C'est qui met le papier cadeau autour des matchs? Parce que d'accord, en Liga, il y a le Barça, il y a le Real, mais si vous vous faites un Rayo Vallecano face, pas prendre d'autres clubs, mais vous voyez ce que je veux dire, ces matchs-là, c'est grâce aux télés, je veux dire à nous, pas moi, mais c'est grâce aux télés à travers l'Europe ou à travers le monde qui payent des droits télé, et c'est grâce à ça que les joueurs gagnent très très bien leur vie. Donc finalement, le journaliste qui travaille pour la télé, mais attends, on devrait travailler main dans la main. Non, le journaliste et le joueur de foot, ça ne peut pas s'entendre. À quelques exceptions près, mais vous verrez que dans les vestiaires de foot, de toute façon, ça s'entend pas beaucoup. J'ai peu entendu, j'ai jamais été, mais j'ai peu entendu de belles relations d'amitié qui demeurent issues d'un vestiaire de foot. Et je reprends toujours la phrase d'Aruna Dindan, qui est un grand joueur ivoirien qui était à Anderlecht, qui disait le jour d'après la fin de ma carrière, j'ai plus reçu le moindre coup de fil de personne.
Et oui, tant qu'on est dans la lumière, dans un vestiaire, qu'on joue au foot, on reçoit des appels, le lendemain, évidemment, tout s'oublie. Et c'est là encore une fois, ça apporte de l'eau à mon moulin sur le fait que ce vestiaire, ce n'est évidemment pas un vestiaire d'équipe amateur où le maître mot c'est la fiesta, c'est tout ce que vous voulez, c'est la bonne humeur, c'est les vannes qui tombent tout le temps. Ça peut arriver, je dis pas l'inverse, mais les relations ne sont évidemment pas aussi sincères. Donc chaque mot est pesé face au piège du journaliste. Ça, vraiment, je voudrais qu'on retienne le piège du journaliste. Alors, à force d'épiler tellement les mots, les joueurs, eh bien, n'osent plus rien aborder. Donc, on les contacte. Alors déjà, essayez de les contacter. Moi, j'ai encore eu le coup au mois de mai dernier. Je voulais avoir un joueur belge qui joue en Italie. Hein, je vais pas trop le cibler, mais bon, ça m'a saoulé. Pas de réponse. On contacte sa famille, pas de réponse. Je pense quand même encore un bon numéro. Voilà. Encore une fois, la peur du journaliste ou bien pas envie, ça me saoule. Ok. On travaille pour le même produit, Coco. Mais ok. Et tout ça pour dire que leur remarque en général, c'est non, mais moi je veux parler de terrain. Tu peux aborder ma jeunesse ou parler de terrain. D'accord, ça m'intéresse. En plus, parler de la jeunesse, ça intéresse évidemment. De savoir tout ton parcours, c'est très intéressant. Comprends que moi aussi j'ai envie de parler de vestiaire, de ce qui se passe dans le vestiaire. Et puis par contre, c'est les mêmes qu'on retrouve en fin de carrière pour essayer de trouver des jobs en télévision. Toujours normal, et c'est normal. Je ne critique pas, chacun doit manger. Eux, ils ont bien mangé avant, mais on en reparle. Donc, revenons sur l'interview de Kylian Mbappé. C'est un véritable exploit. Vous verrez quand même qu'il y a un passement de jambes magnifique de Mbappé sur tous les journalistes sportifs. Il n'a pas voulu prendre un journaliste sportif. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il prend Mouloud Achour. Donc, manifestement, Mbappé a voulu éviter les journalistes sportifs. Je pense qu'il a bien fait. C'est une bonne décision. D'ailleurs, ça va lui faciliter, vous allez le comprendre, quand on aborde les sujets qui fâchent. Il a eu raison parce que Mouloud Achour a raté l'une ou l'autre occasion de poser des bonnes questions qui, je trouve, auraient été très intéressantes. Mais bon, Mbappé part aussi du principe que c'est peut-être une intervention grand public, hein, évidemment. Mbappé, c'est le journal de TF1, c'est France 2, donc bon, Click, c'est un beau cadeau qu'il a fait à Click. En tout cas, je suppose que les deux s'entendent bien, se connaissent, même si ça ne transpirait pas des images, mais bon. Je dirais juste à Mouloud Achour que il n'y a même pas eu un petit tirage de maillot dans l'interview, et ça, moi, ça me fait un peu mal, mais je vais absolument pas lui reprocher parce que j'ai été confronté à une même situation, alors toute proportion gardée. C'était avec le petit frère de Eden Hazard, Torgan Hazard, qui à ce moment-là gagne le soulier d'or en Belgique et joue pour le club de Zulte, et on parle de lui à Anderlecht. Et on nous dit en avant-match, on me prévient, moi j'étais en bord terrain, et on nous dit, avec mon collègue néerlandophone qui lui faisait pour la télé néerlandophone, on nous dit pas de Torgan Hazard à l'interview, sachez-le déjà, d'ores et déjà. Moi je viens faire Zulte Waregem pour une chaîne francophone, Zulte Waregem qui est un club néerlandophone, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Je viens avec une télé francophone, et le seul joueur francophone du terrain, je ne vais pas pouvoir l'interviewer parce que vous mettez un stop. Non, il n'en est pas question. Heureusement, Torgan est quelqu'un de très chouette et donc disponible. Mais on m'a quand même dit, interview, d'accord, mais, c'est pas lui qui me l'a dit, mais t'abordes pas le sujet du transfert. Pas de problème. Donc je comprends Mouloud Achour, on lui a dit, t'as Kylian, mais par contre, tu lui poses pas une question qui fâche. Ok. Et donc selon moi, je pense que les questions ont été évidemment validées par la famille Mbappé ou par Kylian Mbappé tout court, ce qui en dit long sur ses réponses. Évidemment, ses réponses, il est à l'aise, il est souriant, il est beau gosse. Ben oui, forcément, si vous connaissez les questions d'avance, c'est comme un examen. Et deux, je pense qu'il y a eu malgré tout un cut dans l'émission, donc ils ont coupé au montage. Donc pour revenir sur l'affaire avec cette interview de Torgan Hazard, mon collègue néerlandophone me l'a reproché. Il m'a dit, mais t'es pas journaliste, toi? Et je me souviens, j'étais surpris. Alors, c'était Stein de Groot, je pense qu'il s'appelle. J'ai pas du tout... je comprends sa réaction. Il a pas tort, finalement. Mais sur le principe, quand je pars du principe que nous produisons un spectacle
Nous participons au papier cadeau. Alors je dis nous, évidemment, le producteur du direct, le réalisateur qui doit mettre ça avec des belles images. Et je leur dis toujours, tu mets les gestes techniques, tu mets les petits ponts, parce qu'il y a des réalisateurs, ça leur vient même pas à l'idée. Mais ça change, je trouve. Et donc, moi, à mes yeux, je suis obligé d'avoir Torgan Hazard à l'interview, même pour me dire juste bonjour, bonsoir, merci. J'ai besoin d'avoir son visage sur l'antenne francophone. Bon, les néerlandophones ont quand même repris l'interview en français. Donc c'est dire que même eux aussi, alors effectivement, j'aborde pas du tout la question du transfert, comme ça m'a été demandé, mais je place quand même à la fin, est-ce que l'année prochaine, on te retrouve à tel endroit, enfin, où, je sais plus comment je l'avais amené, mais j'avais essayé. Petit tirage de maillot, rien de bien méchant, il a rigolé parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de réparties et c'est passé crème. Mais voilà, c'est ça que je reproche à Mouloud Achour et c'est pour ça que je vais arriver aux exemples concrets. Où Mouloud Achour a manqué. Bon, clairement, il n'a pas fait communication à l'ULB avec nous. Et bon, on peut pas lui reprocher, je sais pas sa formation, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un très bon intervieweur. Et c'est certainement pour ça, en sachant ça, que Mbappé était chez lui, en sachant qu'il allait pas être ennuyé par Mouloud Achour. Ça, c'était pas la même chose avec un journaliste sportif aguerri, je pense. Donc, pour résumer, un joueur, il a besoin d'un journaliste pour l'aider au moment où il est anonyme, où il est au fond du trou, personne ne le voit, il n'y a pas un projecteur sur lui. Une fois qu'il réussit, eh ben écoute, voilà, voilà. On est un piège, les journalistes sont un piège. C'est nous qui avons mis au début un coup de projecteur sur toi, mais on a un piège à la fin, d'accord. Donc, on travaille malgré tout sur la mise en valeur du même produit. Je trouve que cette relation joueur-journaliste est vraiment problématique. On n'en parle jamais et je trouve que c'est un vrai problème. Et la preuve avec cette interview de Kylian Mbappé qui va même pas chercher un journaliste sportif pour une interview de lui qui est quand même quelque chose de très, très rare et très exceptionnel. Voilà, cela étant dit, je vais revenir maintenant sur l'interview à proprement parler. Et Mbappé aborde le premier sujet, c'est le PSG. Et donc, ma réflexion, c'est toujours de vous amener à dire Mbappé laisse des graines pour supposer, ou en tout cas pour nous faire comprendre que c'est pas lui surtout. Et par exemple, la première phrase, et ça c'est le classique que vous entendrez de plein de joueurs du monde du football, et encore je ne parle pas du football amateur comme moi je l'adore, aller voir des matchs même adultes de joueurs amateurs. Pour moi il n'y a que ça de vrai en fait, le football, parce que le football professionnel, business, c'est autre chose. Et c'est Mbappé qui le dit lui-même dans sa phrase où il dit non mais les supporters ne savent pas tout ce qui se passe. Et Mouloud, tu fais quoi? Mouloud Achour, première occasion du match gâchée. Mais explique-moi, c'est quoi ce qui se passe, Kylian Mbappé? Les supporters ne savent pas ce qui se passe. Bon, un an je passe, rien n'est réagi. Moi, là, je pense, je fais 1 heure là-dessus. Les supporters ne savent pas ce qui se passe dans le football. Je fais 1 heure là-dessus, c'est sûr. Il dit au PSG, j'ai protégé mes droits. D'accord, là, on va évidemment parler, mais c'est quoi tes droits? Alors, j'imagine bien qu'il parlait, vu son litige, des droits financiers, etc. Mais c'est quoi les droits, en fait, d'un joueur? C'est le droit de venir ou pas à l'entraînement, parce que parfois, ça arrive. Je reviens toujours sur le fait que dans les vestiaires, il y a les boss, le capitaine, par exemple. S'il dit, moi, cette semaine, je vais pas à l'entraînement, je me souviens à Genk, c'est, alors, rumeur ou pas, j'en sais rien, j'étais pas dans le vestiaire, mais on m'a relaté que dans le vestiaire de Genk, au moment du père ou l'arrêt, il venait pas aux entraînements, il venait à 2 entraînements semaine. Il jouait le match. Et c'est comme ça. Le mec, il marquait 20 buts sur la saison. Ok. Mais c'est quoi donc les droits dont il parle, Mbappé? Droit à ne pas aller en mise au vert? Droit contractuel, donc je suppose. Et c'est dommage qu'il ait pété plus loin, Mouloud Achour, parce que Mbappé dit, et il le dit dans l'interview, moi j'ai pas de filtre, j'ai pas de gêne, je dis les choses. Donc voilà, il fallait juste peut-être un petit peu le pousser. Sur le ballon d'or, ça c'est une remarque qui me plaît encore plus parce que, et là je vous promets que pour moi c'est vraiment encore en sous-texte, mais c'est à souligner au stabilo orange, jaune, rouge. Mbappé dit par rapport au ballon d'or, il dit je sais ce qu'il faut faire pour le gagner, il faut faire beaucoup de choses sur le terrain
Et il rajoute, et en dehors, Mouloud Achour, absent du duel, aucune réaction. Deuxième grosse occasion du match pour Mouloud Achour, bouge pas le gars. Là, je pense que quand même, il y avait matière à poser l'une ou l'autre question. Donc, je répète, pour le Ballon d'Or, je sais ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses à faire sur le terrain et en dehors. C'est quoi qu'il y a à faire en dehors pour gagner un Ballon d'Or? Kylian Mbappé, sur le terrain, marquer des buts, gagner des trophées, ok. En dehors, pardon, je ne comprends pas. Je comprends pas le sous-texte. Et malheureusement, personne pour nous le détailler. Donc voilà, Kylian Mbappé, c'est une invitation. Si un jour on peut échanger, moi ça me plairait de savoir quelle est, parce que dire ça, c'est quand même envoyer des informations qui sont pas claires. En tout cas, pas claires. Et j'aimerais en savoir plus. Il revient aussi sur son ascension. Il dit, j'avais trop faim, j'étais impatient. Il reprend des phrases que manifestement il a dû entendre, je suppose, à Monaco ou ailleurs, mais il dit, entre guillemets, lui il pense quoi? Qu'il redescende. Donc manifestement ce sont des phrases qu'il a dû entendre dans les vestiaires. Mouloud Achour, évidemment, vous l'imaginez bien, ne va pas rebondir, hein. Voilà. Et je trouve que là, il y avait peut-être encore une fois moyen d'aller tirer quelque chose, parce que c'est ô combien important ce qu'il occupe à dire. J'avais trop faim, j'étais impatient, mais les autres, ils disent, mais il pense quoi, lui, qu'il redescende un peu sur terre? Il y a 1000 choses à demander à partir de ce moment-là, parce que pour moi, ça ouvre encore une fois les grandes portes sombres du vestiaire. C'est pas un vestiaire, évidemment, comme nous, on les connaît. On imagine bien que tous les joueurs entre eux savent grosso modo tous les salaires, évidemment, via notamment qu'est-ce que je voulais dire, ce que je disais un message, mais je te remercie de le savoir. Ok, ben je vais lire après les messages, ça m'intéresse. Oui, donc tous les joueurs, ils savent évidemment tous les contrats des autres, et forcément, ben ça crée des jalousies. C'est évidemment notamment les agents de joueurs qui en jouent en disant, ben tu gagnes beaucoup moins que celui-là alors que tu joues plus ou autre. Les primes, elles sont évidemment pas toutes les mêmes, et au niveau de la sécurité de l'emploi, ben oui, il y a une concurrence constante. Pour être titulaire, mais ça, la concurrence constante, et ça, c'est Olivier Dacour qui en parle très bien. Il dit que c'est vrai depuis l'âge de 14 ans dans les académies notamment. Donc, Mbappé toujours, tu acquiers des choses avec l'expérience, le temps. J'essaie de me relire, mais donc il y a des choses qui ne se passent pas comme ça. Patiente, prends ton temps. Donc, encore une fois, une phrase qui rappelle que même tout Kylian Mbappé qu'il était dans un vestiaire, ben, il faut attendre. C'est avec l'expérience, le temps que les choses lui arrivera, et ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est vraiment des phrases qu'on entend souvent dans les vestiaires. Ça ne se passe pas comme ça. Pourtant, on aurait tendance à se dire, si le mec est vraiment très très bon, ben oui, ça se passe comme ça. Mais même pour lui, ça ne se passe pas comme ça. Il faut patienter, prends ton temps. Et malgré tout, il faut de la personnalité à 17 ans pour sortir d'un vestiaire pro. Évidemment, il faut se dire que dans un vestiaire pro, personne ne vous attend. Vous allez manger dans l'enveloppe budgétaire globale du noyau. Et donc, voilà, un nouveau joueur, même très 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 bon, qui va vous faire gagner des matchs, mais évidemment, au départ, c'est quand même toujours en grinçant des dents. Dans la jungle du vestiaire, il y a évidemment quelques joueurs millionnaires, des Échos surdimensionnés, et il y a l'un ou l'autre leader. Parfois, il y en a plus. J'ai repris l'exemple de la Coupe du Monde France 98. Je suppose que Lionel Charbonnier n'est pas quelqu'un dont vous vous rappelez forcément. C'est pas lui qui était sur les panneaux publicitaires 8 mètres sur 4 dans les villes, parce que voilà, il faut des mecs quand même, évidemment, qui ont la gueule de l'emploi et qui font vendre. Alors même si après France 98, ils ont pratiquement tous fait des publicités, mais bon, lui était troisième gardien, c'était un petit peu plus compliqué. Mais donc, par rapport aux 5 ou 6 leaders, c'est important, parce que c'est de là qu'est née la génération Black Blamber, où on avait Thuram de Sailly, quand même. On avait Laurent Blanc.
la génération Black Blanc Beurre, à croire que c'est fait exprès, Laurent Blanc, Deschamps, Lizarazu, Barthez, Pires, et puis évidemment le Roi Zizou. Donc ça fait pratiquement 7-8 personnalités dans cette équipe France 98. Je serais vraiment curieux de savoir. Alors on a évidemment Les Yeux dans les Bleus, qui est un reportage fait à l'intérieur de cette équipe d'Aimé Jacquet. Bon, on n'en apprend pas grand-chose, mais ce qui est sûr, c'est qu'on comprend très bien que tout le monde a besoin. La fédération a besoin d'une égérie, a besoin de leaders, mais il en faut quand même un qui est au-dessus. Et évidemment, Zidane a pris cette position-là parce que Orange, EDF, les marques payent cher pour associer leur nom à cette marque équipe de France, mais il faut quand même quelqu'un qu'on peut mettre sur les affiches. Et en général, eh bien, il faut un joueur, là en plus c'était le numéro 10, évidemment, celui qui personnifie, on va dire, en un coup d'œil l'équipe de France. C'était Zizou, c'était dans ces années-là. Après Zizou, on a essayé de mettre Gourcuff. Bon, il a été bouffé dans le vestiaire de 2010 si on en croit ce qui est dit, ce qui est relaté dans la presse. Encore une fois, qui sait ce qui s'est passé en 2010 à Krishna, je pense, en Afrique du Sud, si mes souvenirs sont bons, dans ce fameux bus. Qui est au courant? Personne. Et ça ne sortira jamais. Et les infos que vous pouvez avoir d'un ancien joueur, mieux vaut les recouper l'une ou l'autre fois. Après Gourcuff, il y a eu Marvin Martin, zéro charisme. Il est vraiment parti aux objets trouvés. Et puis il y a eu Ben Arfa Benzema. Et là, je pense que la fédération française, ils se sont dit, c'est pas vraiment assez fiable pour devenir les patrons du foot français, parce que à ce moment-là, on cherche le visage de l'équipe de France. Ils ont tenté. Je rappelle évidemment, et ça c'est un parallèle par rapport à l'équipe de France, bon, ils arriveront évidemment à Mbappé in fine, mais bon, il a fallu patienter entre l'équipe de France 2002 et 2018 où l'équipe de France est championne avec un vrai leader charismatique, hein, j'entends bien. Je ne doute pas du talent de Ben Arfa et de Benzema. Par rapport à l'équipe de France, et où on voit il y avait cette politique, parce que je pense que tout est politique, cette idée de génération Black Blanc Beurre. Vous savez que dans l'équipe belge de football, je mets au défi quelqu'un de me montrer une composition de l'équipe belge depuis 20 ans, 30 ans, avec autre chose que 6 néerlandophones, 5 francophones, ou 5 francophones, 6 néerlandophones. Vous ne verrez jamais l'équipe belge jouer avec 11 néerlandophones. C'est impossible. Donc, est-ce que c'est finalement le terrain qui décide des sélections, ou est-ce qu'il y a une part de politique, de politiquement correct, d'image, etc. Vous ne verrez jamais l'équipe belge avec 11 francophones. Même quand il y a eu la très 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 belle génération, le Standard qui était au top, il y avait toujours un néerlandophone. Et peut-être c'était pas anormal, mais il n'y aura jamais de 11 francophones ou 11 néerlandophones dans l'équipe belge. Alors je trouve que l'équilibre 5-6, ça commence à être un peu vieux jeu, quoi. Bon, s'il y a 7 néerlandophones en ce moment, en plus avec le championnat belge, où ça se raréfie, les francophones, voilà, peut-être pourquoi pas 9 néerlandophones et le reste en francophone. Mais pour vous dire que ça influence jusque-là. Il ne faut pas croire que ce sont des détails, on va dire, parce que ça pose la question de est-ce que finalement ce sont les 11 meilleurs Belges qui jouent sur la pelouse? Ben non, parce qu'il y a déjà une astérisque. Ah oui, il y a quand même quelque chose, il faut tenir compte de certaines choses. Et c'est pour vous amener à se dire, mais en fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut tenir compte. Je vous rappelle la phrase de Mbappé, pour gagner un ballon d'or, il y a des choses à faire sur le terrain et en dehors. Ah bon, ok. Quid du en dehors. Mbappé qui déclare aussi, on ne me demande pas la même chose qu'à Hugo Lloris, parce qu'Mbappé maintenant est capitaine, et il dit on ne me demande pas la même chose qu'à Hugo Lloris. J'aurais aimé savoir, ok, mais quoi, qu'est-ce qu'on te demande pas? Effectivement, ça veut dire que là, il parle en dehors du terrain, parce que Hugo Lloris est gardien, lui est attaquant. Donc forcément, par définition, on leur demande pas la même chose, c'est pas le même métier. Mais donc, vers où ça va? Il faut évidemment se rappeler que Mbappé a été le bras de la campagne de vaccination d'Emmanuel Macron. Hein. Il a demandé à Mbappé qui fasse sa vaccination Covid devant les caméras. Donc il était instrumentalisé par le politique et par Macron. Et plus d'une fois, Macron s'en est servi. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais je suppose que, malin comme il est, à mon avis, Mbappé a négocié des choses à ce moment-là.
pas de doute là-dessus. Et je pense, et je pourrais presque le certifier, mais il n'y aura jamais de réponse, Mbappé a ce jour-là négocier le brassard de capitaine de l'équipe de France, c'est une évidence. Griezmann était là depuis plus longtemps que lui. Logiquement, dans ce vestiaire, Griezmann devait être le capitaine. Alors, moi, j'ai un petit bémol sur Griezmann dans la mesure où il n'a jamais, il n'a plus vécu en France depuis l'âge de 17 ans. Donc, moi, je trouve que c'est normal que Mbappé soit le capitaine. C'est le meilleur, etc. Mais voilà, il y avait un doute et beaucoup pensait aussi que Griezmann allait devenir capitaine, mais ça ne se joue pas que sur l'aspect sportif. Là, clairement, le politique est intervenu et le monde économique aussi, parce que les sponsors de l'équipe de France, peut-être que Griezmann, non, ça porte pas. Nous, on veut le nouveau visage qui va s'adresser à toute la France multiculturelle, etc. Et donc, évidemment, si à un moment, il y a un sponsor de l'équipe de France qui dit non, nous, je pense que les sponsors sont consultés. Je peux pas l'affirmer, mais j'imagine qu'avec des contrats à ce niveau-là, ils sont consultés et je confirme que, à mes yeux, Mbappé est le bon choix. Parce que Griezmann, n'ayant pas vécu en France, il est parti à l'âge de 17 ans, je pense, mais voilà, forcément, le capitaine de l'équipe de France doit jouer en France. C'est mieux en tout cas. Maintenant, Mbappé, il est en Espagne et ça nous amènera forcément à parler de son absence, 2 absences avec l'équipe de France, et je pense que là aussi il a laissé quelques sous-textes intéressants. Donc forcément il a négocié son brassard de capitaine, mais je vous le disais, dans le vestiaire, le capitaine logiquement porte les succès quand il y en a et est absent des défaites. Et je trouve que Antoine Griezmann a porté la défaite de l'équipe de France lors de la dernière grande compétition européenne. Et voilà, ça confirme ce que je vous disais. Mbappé absent. Alors oui, il a réagi malgré tout, mais je me demande même s'il réagit le jour même sur l'après-match. Je ne pense pas qu'il réagisse à l'élimination de la France. Griezmann lui a fait toutes les interviews possibles et imaginables. J'aurais dû prévoir de l'eau, bien sûr. Allez, on a bientôt fini parce qu'on est sur les absences en équipe de France et là c'est particulièrement intéressant. Parce que je pense que c'est le moment fort de cette interview, parce que là, on est clairement dans le what the fuck. J'ai pas d'autres mots. Sur son absence en équipe de France lors du mois de novembre. Si mes souvenirs sont bons, c'est sa deuxième absence en tout cas. Il dit, ouvrez les guillemets, on a discuté tous les deux, donc avec Didier Deschamps. Si ça sort, je sais d'où ça vient, dit Deschamps. Il veut pas que ça se sache. Je voulais y aller, dit Mbappé, mais je ne peux pas dire pourquoi. Et après, il ose dire que l'équipe de France, ça doit se respecter. Attends, et les fans de l'équipe de France, ils peuvent pas savoir pourquoi? C'est quoi le pourquoi? Pourquoi tu n'es pas avec l'équipe de France? Donc, il y a une opacité, il y a du mystère, il y a un côté incompréhensible pour moi qui essaye. Et je vous dis, moi, heureusement, ça fait longtemps que j'écoute le sous-texte des joueurs de foot, mais là, moi, c'est des warnings, là. Il y a un truc qui va pas. Et ça fait beaucoup, quand même, je trouve, dans cette interview, de choses qui ne vont pas. Et où, évidemment, Mouloud Achour dort. Hein. Alors, rien contre Mouloud Achour, mais bon, j'ai vu en dessous de l'interview sur YouTube qu'il était parfait. Ben oui, évidemment, il est parfait. Un intervieweur qui lance le tapis rouge à son invité. Et encore une fois, je comprends, j'aurais fait évidemment la même chose. Mais bon, là, on a envie de savoir. Et donc, il reprend Mbappé en disant Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps, bon, a évidemment sa carrière, sa réputation, mais il dit le coach Didier Deschamps a compris. Et vous savez pourquoi il a compris? C'est parce qu'il vient du même milieu que nous. Il a été joueur. Il vient du même cœur, le vestiaire. Il vient du cœur, du noyau, le cœur du système. Il sait, il est joueur, lui. Il sait ce que c'est. Et donc, on a cette opacité où ils ont discuté tous les deux, mais il ne faut pas que ça sorte. Il parle ensuite de l'absence au mois d'octobre avec l'équipe de France. Il dit j'étais blessé. Les docs ont communiqué ensemble, les docteurs donc de Madrid et de l'équipe de France. Donc communiquer ensemble. Ça évidemment, ça m'amène à une réflexion. C'est Dominique D'Onofrio que j'adore et j'ai une pensée pour lui, l'ancien entraîneur du Standard notamment, Dominique D'Onofrio. Il m'avait dit un jour, ne crois jamais ton staff médical. Ne fais jamais confiance aux docteurs de ton groupe. Ils peuvent te tuer, évidemment, c'est une
c'est une image, mais ils peuvent te mettre vraiment en difficulté face à ton noyau. Il peut mettre à mal les objectifs recherchés des joueurs et du noyau et du coach. Donc voilà, toujours dit méfiance avec les docs. Et quand j'entends j'étais blessé mais les docs ont communiqué ensemble, ben voilà, moi, ça me fait penser que c'est encore une fois, ça manque d'informations. Par rapport au vestiaire du Real, il dit j'observe. Donc Kylian Mbappé qui parle, j'observe, c'est pas que tu apprends de quelqu'un, c'est tu découvres, tu ouvres tous tes sens. Ici ça se passe comme ça je peux faire, ça je peux pas faire. Là il faut s'imposer, là redescends un peu, être dans l'observation. Voilà, encore une fois j'adore, ça me plaît quand on parle du vestiaire, comment ça se passe, et je trouve que ce serait tellement bien d'aller plus loin et de savoir exactement, parce qu'on voit que c'est... On voit qu'il y a une vie dans ce vestiaire, il y a quelque chose. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais ça donne envie d'en savoir plus sur la vie de ces vestiaires. Et même Kylian Mbappé qui arrive à plus de 100 millions avec le charisme qu'il a, etc., ben, on a l'impression qu'il se fait tout petit. Parce que, bon, c'est la logique, c'est dans un groupe, ça paraît logique, mais parce que dans tout vestiaire professionnel, il y a une hiérarchie. Le big boss, c'est le capitaine, c'est le sous-capitaine, c'est le troisième vice-capitaine. Et puis les autres, les jeunes évidemment n'ont absolument rien à dire, c'est tu nettoies mes godasses et tu vas ranger les ballons. Et puis entre tout cela, il y a ceux qui savent très bien, qui sont là pour la rotation, qui participent, qui ont la chance de participer et d'être avec Mbappé, qui n'aura jamais la stature, l'impact médiatique d'un Mbappé. Et donc ils font leur carrière et ils disent merci. Et je vais reprendre la phrase de Mbappé, ben, c'est des stars qui les font manger. Et eux en profitent et ils ont évidemment bien raison, on ferait la même chose. Il parle de sa présentation au Real. Le club ne voulait pas qu'on me voie. 4 jours, il part dans le sud, retiré de tous. Donc là, on voit comment les clubs pensent. Tout est calculé, tout est briefé, c'est minuté. Donc on pense à tout. Les clubs pensent comme ça, les joueurs aussi, du coup, hein, forcément. Et donc ça manque un petit peu quand même... voilà, tout ça est cadré. On est dans le domaine presque d'un film, de la fiction presque. Tout est évidemment bien travaillé. Il n'y a aucune improvisation dans tout ça. Et on s'étonne évidemment pas que les joueurs, ça soit pareil. Il n'y a plus aucune improvisation. Tout est cadenassé, organisé, c'est robotisé. Et donc le discours finalement il est totalement filtré, et ce qui je trouve dénature un petit peu le foot actuel, où on a l'impression que ça soit dans le jeu que ce sont des robots qui jouent, et à l'interview ce sont des robots, et finalement c'est quand qu'on voit en fait qui ils sont vraiment. Avant-dernier sujet, c'est le shooting photo. Alors lui il dit Mbappé, je ne gagne pas 1 euro avec l'équipe de France. Là j'ai quand même un léger doute. Parce qu'en 2018, je me souviens que, encore une fois, c'était sorti dans la presse. Mais alors, est-ce que vraiment la presse est à côté de ces pompes? Fantasme, comme je le disais en début de sujet. Fantasme complètement. Mais moi, je me souviens avoir lu très clairement, si l'équipe de France remporte la Coupe du Monde 2018, ou 22, je ne sais plus, une des deux, 100 000 euros de gains pour chaque joueur. Donc, lui qui dit « je ne gagne pas 1 euro avec l'équipe de France », j'ai un doute, d'autant plus que, et ça je le sais de source sûre, A1, confirmée par une personne présente ce jour-là, je sais que, en tout cas, jusqu'à quelques années, avec l'équipe belge, avant de partir à un tournoi, eh bien, le capitaine, le vice-capitaine et le troisième joueur important du noyau, sur les 23 sélectionnés, vont voir le boss de la fédération, j'imagine qu'en France c'est la même chose, et ils vont négocier leurs droits, et donc leurs primes notamment. Et ça nous amène évidemment à parler au droit à l'image. Alors ça, c'est pas un sujet que je gère très très bien, et il n'a pas vraiment été beaucoup plus loin. Mais voilà, c'est pour reparler de ce fameux statut du vestiaire, où lui dit que pendant 4 ans, il y a eu une négociation, 4 ans de négociation pour une fameuse charte dans le vestiaire, je peux imaginer.
4 ans de négociation, c'est beaucoup, sans que ça... Là, par contre, ça n'a jamais transpiré dans la presse, par exemple. Vous voyez, comme les vrais sujets, 4 ans de négociation, on en aura entendu parler, mais non. Mais les droits télé, les droits à l'image, c'est un sujet qui est très, 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 très important chez les joueurs. Je ne domine pas du tout, donc je ne vais pas me lancer là-dessus, mais je pense qu'il y a quelque chose à gratter là-dessus, parce que manifestement, c'est le nerf de la guerre, et donc c'est l'idée qu'un joueur comme Mbappé, pour que l'équipe de France, la sélection, puisse utiliser son image, eh bien évidemment, il y a des accords financiers, je suppose, mais je n'ai pas de garantie, alors qu'à l'époque, tous les joueurs étaient un peu à la même enseigne, mais je vais essayer de travailler le sujet. Donc il dit par rapport à un shooting alors on parlait du pari sportif à ce moment-là, donc manifestement les joueurs ont voulu mettre un stop au pari sportif, en tout cas éviter de faire de la publicité, ce qui est très noble de leur part, et je félicite, j'applaudis des deux mains. Et donc il dit non, moi je vais aller à la guerre, je n'irai pas à ce shooting, je vais pas faire de photos, et ils peuvent essayer de me bouger. Et il dit, j'ai dit au reste de l'équipe, non, que personne, que tout le monde aille à cette photo, parce que vous risquez trop gros. Encore une fois, on est dans ce vestiaire où ils n'ont pas tous le même statut, et imaginez 2 secondes que Lucas Digne aille chez le boss de la fédération française, moi je veux pas faire la photo. Bon, Lucas Digne, tu dégages, on n'a pas besoin de toi pour gagner des matchs avec l'équipe de France. Bon, Mbappé évidemment a un autre statut, et donc il dit bien qu'il a envoyé Noël Le Graët bouler quand celui-ci l'a appelé. Et donc voilà, c'est encore une fois la manière de faire du milieu. Tous les joueurs lambda le savent. Il y a les 3 boss, on va dire, du vestiaire, et les autres, ils essayent d'être protégés un petit peu. Ils sont protégés par les boss, et donc mieux vaut essayer de se mettre bien avec eux le plus vite. Et de toute manière, si vous ne vous mettez pas bien avec les 3 boss, vous dégagez, parce que je continue à espérer que ce genre de vidéo arrive chez les jeunes générations. Voilà, comme ça vous savez un peu que un vestiaire, c'est pas le vestiaire où vous étiez quand vous avez 14 ans. Non, ce sont des vestiaires, ce sont des lieux de travail. Chacun a des objectifs, je le dis toujours, hein, le football, et je suis pas le seul à le dire, on est nombreux à le dire, le football, le sport collectif le plus individualiste, chacun a ses objectifs, son envie d'avoir évidemment le salaire le plus haut, la place de titulaire, et de surtout jamais céder son poste, d'aller faire toutes les interviews quand l'équipe gagne, je rappelle, jamais quand ça perd, hein. Il faut certainement pas personnifier le visage de la défaite du club, ça c'est... Vous verrez jamais après une défaite un joueur courir à l'interview. Non, ils vont tous se cacher. Et bonne chance et bravo aux journalistes qui parviennent à soutirer des questions à cela. En général, ils vont chercher des étrangers, un Sud-Coréen, un Sud-Américain, qui lui, le blason, laissez-moi vous dire qu'il marche dessus, mais peut-être que je vais un peu loin. Allez, je pars sur le dernier exemple. J'aurais pu encore faire 3 heures, mais voilà le plus marquant, on va dire. Eh bien, c'est les paris sportifs. Et là, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que je continue à dire que c'est un fléau de cette société, et Mbappé semble dire la même chose. Mais j'ai envie de dire à Mbappé, si il a l'occasion un jour d'écouter ce grand live, ce grand moment de la télévision Instagram, c'est que je pense, Kylian, que tu n'as pas tout dit sur les paris sportifs et le football de haut niveau. Et ça m'ennuie, et je pense que tu as encore des choses à dire, à mon avis. Et donc, il dit à un moment, entre guillemets, on vient des quartiers où ça détruit des gens. Kylian Mbappé, il n'y a pas que dans les quartiers, hein, crois-moi, dans les quartiers résidentiels, ça détruit des gens. En Angleterre, Gambling with Life a annoncé l'année dernière qu'ils estimaient à 400 suicides par an à cause des paris sportifs. C'est un fléau, c'est un vrai problème. Et donc il faut absolument intervenir. Donc voilà, je félicite l'équipe de France si les joueurs ont voulu faire grève pour ça, mais je pense que leur droit à l'image dépassait uniquement la problématique des paris sportifs. Mais voilà, cela dit, vous le voyez, les paris sportifs sont toujours là, sur les maillots, partout, parce que voilà, on peut pas tout faire non plus. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas intervenir quand on est joueur, mais bon, tant mieux s'ils essayent en tout cas de bouger. Et je terminerai là-dessus.
Kylian Mbappé dit oui, mais on joue beaucoup trop, on fait de nous. Alors est-ce que j'ai repris sa phrase telle quelle? Non, mais bon, on nous fait devenir des robots, on joue tous les 3 jours, etc. D'accord, d'accord, j'entends bien. Mais il faut savoir que le calendrier est trop chargé. Alors lui, il met ça sur le dos des instances du football. Alors c'est toujours très facile, les instances du football. C'est qui les instances du football? C'est qui? Il faut aller leur parler, tout simplement. Il y a des personnes qui représentent le football, il faut aller leur parler. Mais je pense qu'il ne choisit pas le bon interlocuteur, ou en tout cas, il ne vise pas la bonne cible. Contrairement sur le terrain, Mbappé, il dit il y a trop de matchs, etc., la répétition des matchs. Les personnes peut-être chez qui il faut s'adresser, c'est justement ceux qui acceptent que les plateformes de betting souhaitent voir des matchs tous les jours. Il faut que le parieur sportif joue des matchs tous les jours, puisse parier tous les jours, perdre son argent tous les jours. Et donc il y a beaucoup plus de matchs, et des matchs, et des matchs, et des matchs. Et j'en veux pour preuve la nouvelle version de la Ligue des Champions, où il y a une révolution, alors de format, d'accord, mais il y a une révolution qui passe inaperçue, elle est sur la pointe des pieds. J'ai pas encore vu ni un article, ni j'en ai encore rien entendu parler. C'est que pour la première fois de l'histoire, la Ligue des Champions et l'UEFA donc a accepté que une société de betting, paris sportif, là d'ailleurs c'est la plus lourde du monde, Bet360 en Angleterre. Le gouvernement anglais a dû demander à sa présidente de Bet360 de venir au Parlement pour s'expliquer sur son salaire qui était presque indécent. Ils lui ont dit non mais là ton salaire c'est trop. Je vous invite à aller faire des recherches sur Bet365, pardon. Bet365, ouais, forcément. Et donc, c'est eux qu'il faut viser du doigt, Kylian Mbappé. C'est pas les instances. Alors, bien sûr, les instances, elles acceptent. Mais c'est le point de départ. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir des matchs tous les jours? C'est pas pour faire plaisir à l'UEFA. Non, ils étaient bien avec leur jour. Non. C'est pour le betting sportif. Donc, des matchs tous les jours, donc des droits télé en hausse, donc des salaires en hausse. Ça fait un salaire à 400 000 euros semaine. Bon, ben voilà, c'est au moins Kylian Mbappé qui en profite et d'autres, et tant mieux pour eux. Je rappelle quand même qu'en 1979, Trevor Francis arrive à Nottingham pour 1 million en 1979. Donc voilà, c'était le premier 1 million player, le first 1 million player en Angleterre, 1979, 1 million le joueur qui est passé de Nottingham, qui est arrivé à Nottingham, et en 2024 on est à 100 millions maintenant, c'est presque un transfert normal, Mbappé, Hazard, même si Mbappé, voilà, c'est encore différent. Mais donc merci les télés et surtout merci le betting sportif, parce que sans le betting sportif, ces salaires-là ne sont évidemment jamais touchés, parce qu'on dit toujours les droits télé, oui, mais il y a le betting sportif qui est derrière et qui arrose beaucoup aussi. Donc voilà, par contre là où je le rejoins tout à fait, et c'est un scandale et je termine là-dessus, c'est les vacances. Les joueurs pros comme lui, de son standing, de son niveau, ils ont 2 semaines de vacances. Imaginez, Kylian Mbappé, effectivement, il fait vivre tellement de monde, la presse, les journalistes. Il a 2 semaines de vacances. Ça, je comprends même pas effectivement comment les joueurs n'ont pas encore fait grève. Alors, je vais pas parler d'esclaves modernes, mais enfin, on pourrait le croire, parce que non seulement ils sont pris tout le temps, ils ont 2 semaines de vacances. Et moi, ce qui m'a toujours choqué avec les joueurs de ce niveau-là, et ça, je l'ai vu de près, c'est que ils n'ont aucune liberté, les joueurs. Ils sont en mise au vert. Ils partent jouer un match. Ils sont dans un avion. Jamais en famille. C'est moche. Mais bon, ils gagnent très bien leur vie. Alors je sais pas, au final, est-ce que ça vaut de rater des moments privés? Voilà, donc c'est quand même une réflexion à voir aussi. Effectivement, les joueurs jouent beaucoup trop et n'ont pas assez de vacances. Je pense que c'est une évidence. Voilà, moi j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire et je termine là-dessus. Un grand merci si vous avez pris la peine d'écouter tout ça, et à bientôt. Si j'arrive à conclure, je sais pas.